vous êtes scotché sur PRC-TV. Bienvenue à cet autre numéro de Tribune spéciale. Avec nous sur le plateau ce jour, dans le fauteuil de l'invité, le ministre Jean de Dieu Momo. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vos nombreux téléspectateurs. Je suis honoré d'être invité à cette télévision de la présidence. Il faut dire que vous êtes membre d'un gouvernement au sein duquel vous siégez depuis janvier 2019 en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, c'est exact. Vous êtes aussi le président national du parti politique Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, en abrégé PADEC. Tout à fait. C'est d'ailleurs donc sur cette dernière casquette que vous êtes invité sur le plateau de Tribune spéciale aujourd'hui pour parler avec nous du processus électoral en cours, en rapport avec l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et bien entendu de l'élection des conseils régionaux qui est annoncée pour le 30 novembre de cette même année. Je me sens honoré. Très bien, si vous avez donc convenance, Monsieur le Président, c'est ainsi que je vais vous appeler tout au long de cette émission, parce que comme je l'ai précisé, vous êtes le président du PADEC et c'est à ce titre que vous êtes avec nous. Tout à fait. Bien, pour dire qu'il faut donc dire que, si vous le permettez, on va définir un peu le contexte qui préside même à cet entretien que nous aurons tout au long de ces 50 prochaines minutes. Alors, Monsieur le ministre, en prélude à ce cycle électoral que nous avons évoqué à l'entame de notre propos, il faut dire qu'il est marqué par un ensemble de dynamiques politiques, sociales, économiques et sécuritaires qui influencent le climat général de la nation. On note l'intensification des activités politiques, des institutions électorales qui se déploient avec plus d'ardeur, le cadre juridique constamment sollicité par les acteurs politiques, l'espoir de changement qui se ravive en face du désir intense de continuité, la jeunesse qui fait l'objet des convoitises. Tout ceci suscite des appréhensions et de fortes attentes populaires, mais aussi des tensions et des incertitudes. Vous êtes sur PRC-TV, merci de regarder Tribune spéciale. Monsieur le ministre, alors Monsieur le Président, on commence directement par la première question. À un mois de l'élection présidentielle, quelle est votre lecture du processus électoral en cours? Je crois que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. Les candidatures ont été validées, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et je vois que les candidats s'ébranlent sur le terrain en pré-campagne. La campagne n'a pas encore commencé, mais beaucoup sont déjà sur le terrain. Donc, je suis plutôt optimiste pour la suite. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport au processus qui est en cours. Contrairement à 2018, par exemple, on voit que le climat électoral et le climat social en général est plus favorable vers une élection pacifique dans un pays pacifié, dans un pays de paix. Et je suis optimiste. Mais il faut dire que tu n'es pas allé de façon fluide. Il y a quand même eu pas mal de grincements dedans au sortir de la validation des différentes candidatures, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais voyez-vous, oui, plus qu'en 2018, il y a eu de grincements dedans par rapport à certaines candidatures qui ont été recalées. Mais comme on dit, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple a tranché. Et la voix de Dieu. Oui, c'est la voix de Dieu, mais elle a tranché. C'est-à-dire qu'elle n'a pas véhémentement exprimé ce désarroi auquel certains se seraient attendus. On se serait attendu que ce peuple se déverse dans la rue pour protester contre l'élimination de tel ou tel candidat. Mais ce peuple est mature, ce peuple est politiquement mature, ce peuple a compris que les candidats qui ont été rejetés, les candidatures qui ont été rejetées, sont des candidatures qui devaient être rejetées en vertu de la loi. Certains candidats n'ont pas véritablement bien monté leur dossier et le peuple n'est pas dupe. Vous ne pouvez pas mal monter un dossier qui sera rejeté, qui a été rejeté, et espérer que le peuple va vous suivre dans des mots d'ordre. Heureusement, au sortir du Conseil constitutionnel, les acteurs eux-mêmes ont compris que la messe était dite et que le droit avait été bien dit. Bien. Monsieur le Président, vous êtes président d'un parti membre de la majorité présidentielle. Quel discours tenez-vous donc pour que les élections, ou alors l'élection très attendue, qui est celle du 12 octobre prochain, se déroule dans la paix et la transparence? D'abord, une clarification. Nous pensions qu'on était membre de la majorité présidentielle, mais nous sommes, le PADEC, comme les membres du G20, nous sommes des partis d'opposition qui sommes venus soutenir le candidat du président Paul Biya.
les partis de la majorité présidentielle ont une plateforme au niveau du Premier ministère. Quand on les appelle, on ne nous appelle pas. Donc, j'ai vite compris. À l'époque, nous croyions qu'on était entré systématiquement et automatiquement dans la majorité présidentielle. Mais quand on convoque, on invite la majorité présidentielle, on ne nous invite pas. Donc, nous voulons avoir cette spécificité qui, d'ailleurs, crédibilise notre démocratie. C'est-à-dire que, alors que l'opposition n'arrive pas à trouver un consensus pour un candidat unique, 50 partis d'opposition, puisque nous sommes G20 élargis à 50 partis d'opposition d'aujourd'hui, sous notre houlette, sont là pour soutenir le président. Vous voyez, sont unis pour soutenir le président. Et le qualificatif de parti d'opposition que nous sommes, parce que nous ne sommes pas du RDPC, on est d'accord, et qu'on n'a pas signé une plateforme avec le RDPC, en tout cas pas encore. Donc depuis que le PADEC, le président du PADEC est au pouvoir, on n'a pas signé une plateforme avec le RDPC. Si on avait signé une telle plateforme, on entrerait probablement dans ce qu'on appelle juridiquement la majorité présidentielle. Donc juridiquement, nous gardons notre statut de parti d'opposition et je pense qu'il est même plus confortable pour crédibiliser le chef de l'État dans sa posture. Nous allons continuer cette émission, Monsieur le Président, et dans la suite, nous allons parler de cette affaire du G20, ce regroupement des partis politiques qui s'est élargi depuis quelques jours. Nous allons revenir. Je m'en doute bien. Et bon, vous avez été en 2011 déjà candidat malheureux à l'élection présidentielle, un opposant à la politique du renouveau, donc le président Paul Biya. En 2018, vous voilà au G20 parmi les partis de la majorité présidentielle. Vous avez dit que vous ne faites pas partie de la majorité présidentielle, ça veut dire qu'on balaie déjà cette partie. Voilà, ouais. Et puis, votre démarche politique, vous siégez depuis janvier 2019 au gouvernement. La question, votre démarche politique était recommandée par l'opportunisme d'un dirigeant qui change de position, de discours d'alliance uniquement pour en tirer un bénéfice personnel ou électoral, sans se soucier de la cohérence de ses idées ou même de l'intérêt général. C'est une question pertinente parce qu'elle fait appel à la définition des termes juridiques. Il faudrait qu'on rentre dans le dictionnaire, n'est-ce pas, qui définit les termes juridiques, entre opportunisme et opportunité. C'est ça. Parce qu'on pourrait penser que l'opportunisme est une opportunité. Et de l'autre côté, j'entrevois comme une condamnation de l'opportunisme, c'est-à-dire de l'opportunité. C'est un jeu de mots avec beaucoup de tournures. C'est un jeu de mots qui veut dire quoi? Que j'entends ici et là qu'on incrimine le mot opportunisme comme si c'était un poison, comme si c'était mauvais. Alors que nous sommes en politique, on n'est pas en religion. Moi, je ne suis pas en train de passer un concours pour, n'est-ce pas, devenir évêque ou bien, je ne sais pas moi, prêtre. On n'est pas dans la morale religieuse. Et donc, cette morale religieuse ne doit pas incriminer certains mots. Je souhaiterais avoir un fils qui sache saisir des opportunités. Appelez-le opportuniste, mais il saisit les opportunités. Maintenant que j'ai évacué cela, pour vous dire la vérité, mon sentiment, ma propre vérité, c'est que je ne suis pas venu par cet opportunisme dont vous parlez, c'est-à-dire par égoïsme personnel. Je suis venu en 2018 soutenir un candidat qui m'a convaincu. Nous avions plusieurs offres politiques. Et nous nous sommes assis pour dire quelle est l'offre nous-mêmes. Nous partions par, on était, vous l'avez rappelé, nous étions candidats en 2011. En 2018, nous avons bien vu nos limites. On ne peut pas gagner. Notre score de 2011 nous rappelait que nous ne pouvions pas gagner et que même nous risquions de nous ridiculiser. Alors, quand on est un homme politique et quand on a un parti politique, on cherche le pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons pour le changement dans notre pays? Quelles sont les offres présentes? Et en 2018, la seule offre qui nous est apparue véritablement pertinente, c'était l'offre du président Paul Biya. En parlant d'offres, ça veut dire qu'il y a une offre qu'on vous fait, qui est donc une opportunité que vous avez saisie. L'offre là, elle s'est faite comment? Non, c'est pas que l'offre, vous êtes candidat, vous n'êtes pas candidat, ou bien vous êtes un acteur politique. Vous observez les offres. Vous devez soit
participer à l'élection présidentielle. Si vous n'y allez pas, et regardez, écoutez ce qu'on se dit maintenant, ceux qui ne partent pas, ils sont en train de chercher un candidat pour soutenir. Donc, tu cherches le candidat à soutenir en fonction de tes intérêts, dont des intérêts de tes partisans. Parce que ça se décline comme ça. Le leader cherche, n'est-ce pas, à obtenir ce que j'ai appelé le lucre politique pour la redistribution à ses partisans. Donc, de ce point de vue, il y avait cette offre. Oui. L'offre, les offres, il y avait plusieurs offres. Ça veut dire que et c'est l'offre du président de la République, Paul Biya, qui nous apparaissait bien, bonne. Mais nous n'étions pas tous d'accord. Vous parlez d'offre ici, ça veut dire que c'est le programme du président. Tout à fait, mais c'est de ça qu'on parle, non? Qui vous a séduit. C'est de ça. Mais je vais peut-être le révéler ici pour ceux qui pensent que c'était de l'opportunisme primitif et que c'était juste pour avoir un strapontin ministériel, que nous ne nous y attendions même pas. Mais c'est un processus qui a pris du temps. Lorsque j'ai créé, avec quelques camarades, le parti politique, le PADEC, j'ai vite vu, après la débâcle de 2011, d'ailleurs j'appelle ça débâcle, mais quand même j'en sortais avec une certaine fierté, c'est-à-dire que j'avais engrangé, j'étais connu comme un homme politique. Comme au sport, vous étiez parmi les personnes qui ont aussi participé. Tout à fait. Donc j'estimais que pour aller en politique, il faut apprendre la science politique, c'est-à-dire la théorie politique. Et donc, je suis allé à l'université pour apprendre la science politique. Et je pense que c'est dans les années 2017-2017, je devais être en master 2 à l'université de Douala pour faire sciences politiques, qu'un enseignant, professeur Akono Evan, pour le citer, pour lui rendre hommage ici, m'a complètement retourné par son explication du libéralisme communautaire. Le regard qu'il jetait sur le libéralisme communautaire m'a frappé. Et le regard qu'il a jeté sur la démocratie. Donc, Akono Evan fait une sorte de science politique prospective qui est différente de la science politique traditionnelle, de la science politique classique, où on enseigne Montesquieu, Alexis de Tocqueville, John Locke, etc., et tous les auteurs occidentaux qui ont théorisé pour leur société. Et nous, on veut copier ça. La plupart de nos enseignants, la plupart des étudiants recopient ça, intègrent ça. Ils n'ont jamais réfléchi, théorisé pour nos sociétés. Donc, Akono Evan m'a ramené à prendre la science politique pour l'appliquer sur notre terroir. Et c'est à ce moment que je découvre que la plupart des proverbes africains sont des pensées africaines, sont des pensées politiques africaines qu'il faut valoriser. C'est ça. Et d'où vous remarquerez que j'utilise beaucoup ces proverbes de l'Afrique pour dire que nous avions des théoriciens de la pensée politique en Afrique et dont nous avons des grands maîtres ici, comme Paul Biya lui-même, qui a théorisé sur le libéralisme communautaire. C'est-à-dire qu'il a pris un peu du capitalisme, un peu du communisme, du socialisme, pour faire un libéralisme communautaire, que très peu de gens ne voient pas ça, et qui est donc une philosophie adaptée au terroir africain, que même si les Africains, si les Camerounais ne l'appliquent pas, les Sénégalais vont se l'approprier, les Ivoiriens vont se l'approprier, tout le monde va se l'approprier. Et nous sommes là justement pour vérifier, pour nous assurer que les gens comprendront cette philosophie-là, vont la perpétuer en Afrique, en sachant qu'il y a eu en Afrique des précurseurs de la pensée aussi importants que Montesquieu, aussi importants que John Locke, aussi importants que Machiavel, qu'il y a des pensées, des penseurs de la politique africaine au rang desquels Paul Biya. Parce qu'en réalité, quand vous remarquez, notre jeunesse a tendance à glorifier les Thomas Sankara, ce qui est très intéressant, les Mohamed Kadhafi, ce qui est très très bien, les Nelson Mandela, mais il y en a un ici qu'on oublie, et qui est d'ailleurs qui est avec eux. Le Paul Biya a toujours été avec eux. Paul Biya a toujours appliqué cette politique que nous vous vantez, c'est-à-dire la politique pour la gouverne des téléspectateurs, dit d'ailleurs que c'est le meilleur des panafricanistes. Tout à fait, tout à fait. Mais vous allez voir que notre jeunesse, qui est détournée, qui est empoisonnée par l'autre science politique occidentale, par, n'est-ce pas, les théories qui nous viennent d'ailleurs, vont essayer de détacher le grand maître de son peuple.
Et nous, on est là pour nous opposer. Quand j'ai compris cela, j'ai donc retourné ma veste. On peut dire ça. Que j'ai retourné ma veste en réalité à partir de 2017. C'est-à-dire que de l'opposant radical que j'étais contre le président Paul Biya, avec les enseignements que j'ai pu avoir, n'est-ce pas, d'Akono Evans, professeur Akono Evans à l'Université de Douala, qui nous enseignait cette science politique prospective, j'ai commencé à écouter et à examiner l'autre Paul Biya que j'ai découvert. Et c'est à ce moment-là donc que je suis devenu Saul de Tarse, devenu Saint-Paul pour faire connaître la religion biaïste, le biaïsme, c'est-à-dire à travers le libéralisme communautaire. Voilà. Si on était donc à l'église, on dirait que vous êtes un bon égaine politique. Je suis plutôt un apôtre. Je suis plutôt un apôtre de Paul Biya. Je suis un apôtre. Je ne suis pas le seul. Oui. Je suis un apôtre parce que comme Saint Paul écrivait ses épîtres en prison, moi j'écris mes livres, n'est-ce pas, dans mon cabinet ministériel. Je les écris, le témoin du président de la démocratie récréative, qui est le premier que j'ai écrit en arrivant au pouvoir, que le président Paul Biya a lu lui-même. Oui. Hein, il a lu et il a trouvé, attendez, je vais citer ce qu'il a dit, il a trouvé que ce livre était pertinent et original. Voilà, c'est Paul Biya qui l'a dit. Il a lu, il a pris un week-end pour lire ce livre. Et donc, je suis son témoin, je suis celui qui veut qu'on connaisse sa philosophie, qu'on connaisse sa politique, ici au Cameroun et en Afrique. Parce que quand Saint Paul écrit les épîtres dans sa prison, et que moi je suis en train d'écrire les épîtres de Jean de Dieu pour Saint Paul Biya, il est évident que les gens vont apprendre. Et je ne suis pas seul. Baboke, il a sorti un livre. Le ministre Paul Atangadji, il a sorti un livre encore, 37 ans de fidélité auprès de Paul Biya. Mouele Kombi, pour partager sa vision, n'est-ce pas, de libéralisme communautaire. À l'IRIC, dernièrement, des intellectuels se sont unis pour parler du libéralisme communautaire. Encore dernièrement, pas très loin de nous, on était à l'hôtel, un hôtel célèbre ici, pour parler toujours du libéralisme communautaire. Donc, la philosophie là ne mourra pas. Très bien. À cause de l'évangile du mal. L'évangile du mal, c'est-à-dire l'évangile qui consiste à dénigrer systématiquement tout ce que le président fait. Nous sommes là pour veiller à ce que l'évangile du mal soit neutralisé dans les cerveaux de nos concitoyens et pour que la philosophie développée par le chef de l'État, Paul Biya, soit connue et soit pérennisée. Et elle est déjà pérenne puisqu'il y a des apôtres comme vous qui êtes là pour porter la bonne nouvelle aux populations et aux téléspectateurs de PRC TV qui sont donc avec nous dans le cadre de cette émission Tribune spéciale. Nous allons marquer une petite respiration et revenir pour la suite de l'entretien. De retour sur le plateau de Tribune spéciale, vous êtes toujours sur PRC TV. Monsieur le Président, vous avez évoqué il y a quelques minutes, en passant, je voudrais qu'on revienne là-dessus, ce qui se passe actuellement dans l'opposition, notamment cette tentative de regroupement entre les candidats qui ont été recalés et ceux qui ont été retenus. Quel commentaire vous en faites? Est-ce que cela augure quelque chose de sérieux ou bien de... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que l'opposition cherche à s'unir contre le gigantesque candidat qu'ils ont en face. Oui. C'est-à-dire que vous avez un éléphant en face, un lion en l'occurrence, et vous avez des petits partis qui pris isolément ne peuvent pas. C'est une question de capital électoral. Oui. Pris individuellement, chacun a un capital électoral insignifiant. Parce que celui qu'on aurait pu penser qu'il était le leader de l'opposition n'avait que 14%. Ce qui est insignifiant par rapport sur 100%. Une goutte d'eau dans le vaste océan politique camerounais. Donc, pour qu'ils puissent peser, il faut que ces petits partis qui disposent de petits capitaux politiques puissent les mettre ensemble pour vaincre. Mais ça va être très compliqué parce que c'est ici que les égoïsmes vont naître. Les égoïsmes, mais aussi les stratégies politiques et les tactiques. Parce que le calcul est celui-ci. Est-ce qu'ils ont une chance
mis ensemble de vaincre les 71% acquis, confirmés par le président en 2018. La course est là. Et pour le président Paul Biya, c'est comment faire pour maintenir mon avance de 71% afin qu'il ne soit pas amoindri. Alors, s'ils pensent qu'ils peuvent draguer politiquement certains militants du RDPC ou sympathisants pour les rejoindre pour former la nouvelle majorité, ils auront donc l'obligation de trouver le candidat unique qui va porter cette aspiration. Mais ça va être compliqué parce que choisir un candidat, c'est choisir un parti politique qui aura prédominance sur les autres. Prenons l'exemple que vous choisissiez l'UNDP. Le FNC de Issa Chiroma se sentira complètement amoindri. Donc, il ne souhaiterait pas. Le RDF ne va pas quand même mettre tous ses œufs dans le panier, tout son capital politique dans l'UNDP. Pour gagner quoi? Serait la question que les militants vont lui poser. Au final, donc, ce pourquoi ils vont, en réalité, c'est battre campagne pour préparer les législatives et les municipales qui pointent à l'horizon. Parce qu'en réalité, ils savent que, pris isolement, ils ne gagneront pas le président Paul Biya. Donc, ils sont tellement émiettés et leur capital électoral émietté également ne peut pas vaincre. Et même s'ils réussissaient à le mettre ensemble, nous voyons que chacun d'entre eux dit « je milite pour l'union de l'opposition à condition que ce soit moi le leader ». Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oui. En 1992, ou bien il y a eu quelques années, là, non? 92, non, l'Union pour le changement, ça ne vous rappelle pas ça? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'intitule « De l'union pour le changement à l'unité par le rassemblement ». Je les invite à faire un regard en arrière de 80. Vous êtes en train de faire la même chose. Vous étiez déjà à l'union pour le changement. Je vous invite donc à l'unité par le rassemblement. Est-ce que vous pouvez le faire? Bon, je décris ici comment je vois la chose. Très bien. Puisque vous êtes à parler de 1990, vous faites bien de l'évoquer. Et la question qui vient ici est, qu'est-ce qui a changé entre Jean de Dieu Momo des années 90 à 2011, où votre verve politique contre le pouvoir en place était si prolifique qu'elle a produit des œuvres artistiques caustiques? Jean de Dieu Momo, aujourd'hui. Moi, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai eu de l'expérience. En 1950, dans les années 90, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Vous ne pouvez plus vous attendre à ce que je réfléchisse comme un gamin de 30 ans, avec tout l'enthousiasme, tout ce machin, c'est-à-dire l'enthousiasme de l'ignorance. Vous comprenez? Donc, j'ai grandi. Et donc, en politique, on pourra dire que je me suis enrichi en expérience. Je suis devenu plus sage. Je suis maintenant à l'âge de donner des conseils aux plus jeunes que je vois s'agiter dans la rue exactement comme moi. Et c'est pour ça que vous avez vu que moi, j'ai réuni un certain nombre d'entre eux autour du G20+. C'est maintenant G20+, parce que c'est 50 maintenant. Okay. Pour leur dire, je suis passé par là, avant vous, il y a 30 ans. Il n'y a rien là-bas, c'est le ravin. Venez par ici, parce que la politique de construction nationale, c'est autour du président Paul Biya. Il a une bonne politique qui peut arrimer notre pays au rang des nations développées. Il a posé les fondations d'une nation, d'un pays industrialisé. Il a posé tous les... C'est-à-dire, je veux dire, que ce soit au plan des infrastructures, c'est-à-dire, on pourrait dire matériel, ce que j'appelle le cosmétique, parce que c'est ça le cosmétique. Oui. Mais il y a d'autres infrastructures qui sont plutôt intellectuelles. On va dire ça comme ça. Ça dit que des réalisations plus intellectuelles, ça dit que la formation de l'homme, la formation des cadres qui vont gérer. Il a investi sur l'humain. Il a investi sur les hommes et les femmes qui vont construire la nation. Parce que si vous confiez un pays à des gens qu'on peut détourner, ils peuvent facilement détruire. Le matériel, les ponts que nous construisons, les immeubles peuvent être détruits en un temps record. Nous l'avons vu
Avec les émeutes de février on a 2008. vu, voilà par À exemple, Douala. mais on a vu aussi en Libye comment on a détourné le peuple libyen contre le guide libyen avec des mots trompeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de longévité au pouvoir, il a mis trop long, il faut... Donc ce sont les mêmes mots que le prédateur utilise pour tromper et détourner les peuples africains et surtout la jeunesse. C'est la fougue de la jeunesse, celle que j'avais quand j'étais dans le radicalisme, celle que j'avais, et c'est celle que les autres qui ont cet âge-là ont aujourd'hui. Ils ne sont pas encore venus, n'est-ce pas, à la maturité politique pour comprendre qu'en réalité, le sage qui leur montrait la lune, c'est Paul Biya. Et il regardait le doigt. Très bien. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez un militant qui défie l'opposition stérile, un militant véritablement attaché au président de la République? Comment vous définissez Je aujourd'hui? suis un patriote. Oui. J'aime profondément mon pays. Et je suis assis sur les épaules d'un géant, qui est Paul Biya, qui aime profondément son pays, qui s'est sacrifié pour son pays. C'est un géant. Mais si vous regardez son histoire, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il est né pour servir. Il porte la croix comme Jésus-Christ a porté sa croix. Il la porte jusqu'au bout. Et quand quelqu'un porte votre croix, c'est notre croix commune, on serait ingrat de ne pas lui prêter main forte. Même déjà au Golgotha, lorsque Jésus portait sa croix, il y a eu quand même des gens qui l'ont aidé. C'est nous, ces gens-là, qui aidons monsieur le président Paul Biya à porter sa croix jusqu'au Golgotha. C'est-à-dire à porter la charge du Cameroun. C'est ça. C'est un patriote. Vous, les Camerounais, là, vous êtes mauvais. Vous parlez aux téléspectateurs. Oui, je dis les Camerounais, parce qu'ils ne reconnaissent pas. Bon, je les comprends puisque j'étais pire qu'eux. D'ailleurs, il y en a qui ont compris même avant moi. Donc, j'étais pire. Ça veut dire que je les comprends. Je comprends ceux qui sont vindicatifs, etc. Moi, je l'étais avant. D'ailleurs, je l'ai dit à Tchan dernièrement aux étudiants. J'ai dit que qui parmi vous a été aussi violent que moi? J'ai même créé des chansons rien que pour le... Nous aurons certainement le temps d'en mimer quelques-unes. Non, ce que je veux dire, donc, je comprends. Nous sommes mauvais. Mais c'est parce que nous avons de l'ignorance. Il faut que nous éclairions, il faut que nous éclairions le peuple. Vous êtes sorti de ce peuple qui... Oui, je suis là pour éclairer ce peuple-là. Vous êtes aujourd'hui un éclaireur. Voilà. Notre peuple périt faute de connaissances. Il faut apporter l'éclairage à ce peuple. Il faut l'édifier pour qu'il ne combatte plus le combattant. Car le combattant, c'est Paul Biya. Le combattant pour nous. Celui qui a préservé nos richesses du sol, du sous-sol, là, c'est nous. Celui qui nous a évité, n'est-ce pas, qui nous a sortis, on va dire ça brutalement, de la colonisation, c'est lui. Très bien. Celui qui nous a donné, n'est-ce pas, l'indépendance véritable, c'est lui. Et moi, j'indique qu'il est passé par des chemins, des vents contraires depuis sa prise de pouvoir. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans une préface. Comme je vous ai dit, je ne suis pas le seul apôtre. Il y en a beaucoup. Il y a même un journaliste, un de vos collègues, Alain Mebenga, qui a fait le procès du renouveau. Et il m'a fait l'honneur de me demander de préfacer, n'est-ce pas, cet ouvrage. Donc, vous avez des gens comme ça qui ont compris. Et vous aurez toujours d'autres qui vont poser le président en procès. Et moi, je suis dans le témoin du président devant l'histoire. Pour dire, voilà celui-là. C'est celui qui a porté votre croix. Jésus a porté la sienne. Mais il est arrivé que c'est quand il est rentré chez lui, quand on l'a crucifié. Hein? C'est quand il est arrivé à domicile, à la maison, là où ses frères pouvaient le protéger, qu'on l'a livré en pâture et qu'on l'a crucifié. Nul n'étant prophète chez soi, Paul Biya n'est malheureusement pas prophète chez lui. Et nous sommes là pour porter sa voix afin que le prophète soit entendu. Nous sommes aussi les Saint Jean-Baptiste qui crions dans le désert, qui parlons dans le désert pour annoncer la bonne nouvelle du président Paul Biya, jusqu'à ce que ceux-là qui, comme moi hier, s'étaient égarés, retrouvent le bon chemin. Vous parliez tout à l'heure du G20.
le G20 simple et vous venez de parler d'un G20 plus. C'est quoi la différence? Ah, c'est que, voyez-vous, lorsque nous avons constitué le G20 en 2018 pour soutenir le président Paul Biya, les gens nous ont ridiculisés en parlant de G20, G20, G20. Nous avons répondu que, OK, nous avons faim, donc nous partons auprès du président Paul Biya pour ne plus avoir faim. Chez lui, on peut s'abreuver. Chez lui, on peut manger à sa faim. Pourquoi vous voulez qu'on reste dans le désert où on ne mange pas? Allons là où on peut manger. Donc, nous avons retourné ça pour dire que ce n'est pas ça. Maintenant, beaucoup d'autres, voyant que nous sommes en soutien au chef de l'État, beaucoup de partis d'opposition, beaucoup de leaders de partis, nous ont retrouvés. Ça veut dire que votre nouvelle porte. Oui, notre nouvelle porte. Votre évangile. Notre évangile porte. Beaucoup nous ont retrouvés et nous sommes aujourd'hui 50. D'ailleurs, je dirais plus de 50 parce qu'on a 50 déjà enregistrés. Mais nous allons, il y a d'autres qui frappent à la porte, mais il y a 3 qui se sont infiltrés, qui sont de la majorité présidentielle, qui sont inscrits dans l'autre bord. Nous allons les retirer. Restez dans votre majorité présidentielle. Nous, ici, là, nous sommes les partis d'opposition qui soutenons le chef de l'État. Donc, on va retirer les gens de la majorité. Mais ce n'est pas que nous sommes contre eux, c'est que continuez votre route, nous continuons la nôtre. Vous êtes une opposition patriotique. Pourquoi? Nous sommes une opposition patriotique et on aurait tort de nous ridiculiser, de penser que nous ne pesons pas d'un poids. Or, le poids politique ne s'analyse pas en nombre d'électeurs ou en nombre de voix. Le poids politique peut s'analyser en un poids symbolique. Au regard des nations, au regard de la communauté internationale, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Au regard des témoignages crédibles devant une juridiction, qu'est-ce qui pèsera? Quel est le témoignage qui pèsera plus lourd? Le témoignage de la petite sœur pour le grand frère ou le témoignage d'un voisin lointain qui n'est pas de la famille? Le témoignage d'un voisin lointain qui n'est pas de la famille pèse double que celui du grand frère, de la petite sœur. Le témoignage pour Paul Biya, notre candidat, du G20, formé des partis d'opposition qui ne sont pas de la majorité présidentielle, qui ne sont pas du RDPC, pèsera toujours plus lourd au regard, n'est-ce pas, de la communauté internationale que le témoignage de ses propres partisans du RDPC. C'est pour ça que nous allons jouer un très grand rôle lors de cette élection présidentielle. Vous avez enregistré... Nous sommes en train d'enregistrer certains ténors. Vous avez vu, c'est le Saint-Germain, oui. il nous a suivis. Justement, on allait vous demander, puisque vous parlez de lui, oui, qu'est-ce qu'il apporte au G20 et comment le G20, vous avez dit que vous êtes un petit parti politique qui essaye de rassembler. Ça veut dire que on va jouer un peu sur un registre qui peut être qui nous est local, qui nous est connu. Ça veut dire que vous jouez un peu le rôle des collecteurs. Des collecteurs, des militants partout pour amener à la maison RDPC? Voyez-vous, je reviens toujours à la symbolique biblique. Oui. Saint Paul a écrit ses épîtres dans une prison. Oui. Mais qui les a vulgarisés? C'est des Célestins Jamen comme ça, là. C'est les gens du G20 qui ont vulgarisé. C'est les gens-là que je remets autour de moi pour leur enseigner la politique, la philosophie du chef de l'État. C'est eux qui vont ventiler. Donc quand vous êtes l'apôtre, vous faites de vos missionnaires. Voilà, c'est ça. Ce sont des missionnaires, ils vont ventiler. Il y aura des apôtres qui vont Il y aura des démarcations à l'intérieur, comme les Njamen, j'espère. Il y en a d'autres. Il y a d'autres, des poids lourds de l'opposition avec lesquels je suis en pourparlers depuis, mais qui hésitent parce qu'ils ont honte. Or, je leur dis qu'on n'a pas honte en politique. Arrêtez ça. Il n'y a pas de honte en politique. Il y a les intérêts. Et nous avons un intérêt supérieur pour la nation. Vous devez vous démarquer. Ils ont peur d'être insultés. Vous savez, ce n'est pas facile d'être Saul de Tarse devenu Saint-Paul. Hein? On vous met en prison. Ou la prison, ici, c'est dans les réseaux sociaux. Oui. Les insultes. Les insultes. Combien de personnes peuvent encaisser les injures que je reçois et rester, on va dire, zen, comme le peuple, pour parler le langage du peuple. Oui. Et rester sans, ça dit que ne pas ressentir cela. Vous croyez que c'est facile? Je ne suis pas fait avec du fer. J'ai un cœur aussi. Mais quelquefois, vous devez affronter cela. C'est pour ça que je dis que nous sommes les fantassins de Paul Biya. Nous sommes les fantassins qui nous battons pour lui, pour le Cameroun. Il n'aime pas qu'on dise que c'est pour lui qu'on se bat.
Il est qu'on dit que c'est pour le Cameroun. Mais nous nous battons pour le Cameroun. À travers lui, on a un général, on a un chef. Il n'aime pas qu'on dise que c'est pour lui. J'ai déjà compris ça. D'accord, c'est pas pour toi, mais c'est lui, c'est toi le chef, c'est toi notre chef, c'est toi notre guide, c'est lui qu'on suit. C'est pour ça que quand je dis on se bat pour le président Paul Biya, ça veut dire nous nous battons pour le Cameroun et nous encaissons les coups. Très bien. Les coups, vous Parfois même les coups à l'interne. Ça, c'est ce qui fait le plus mal, quand c'est ton propre frère qui te poignarde dans le dos. C'est-à-dire que quand l'injure vient de ton propre camp, ça fait plus mal que quand c'est un étranger, quand c'est une personne lointaine. Je voudrais comprendre, quand vous parlez de camp, de quel camp vous parlez? Celui du PADEC? Je parle du camp du président. Dans le cas du président, vous avez le RDPC qui est son camp, vous avez la majorité présidentielle qui est son camp, vous avez ses sympathisants qui ne sont ni du RDPC ni de la majorité, c'est-à-dire qui sont des électeurs, oui. Hein, mais qui m'ont soutenu en 2018 pendant que j'étais jeté en pâture, n'est-ce pas, à la vindicte populaire et dépiécé, chacun venait picorer. Ma mère ironisait en disant que je suis un animal qui est tombé et que les chasseurs sont en train de piquer avec les flèches. Les flèches. Ouais, ça, c'est l'image que ma mère donnait. Elle dit que voilà ce que son fils est devenu. Un animal, un gibier poursuivi par les chasseurs. Le gibier est tombé, il dit Naoukwesi, c'est ce que ma mère disait. Ouais. Et tout le monde venait piquer avec les flèches. J'étais ça en 2018. Les gens ont oublié. Et j'étais ça pour que les gens qui étaient avec moi dans les synagogues de l'évangile du mal prennent conscience que nous avions choisi le mauvais chemin. Et que le bon chemin, c'est celui du président Paul Biya. L'hôtel du bonheur. Tracé. Voilà. L'hôtel du bonheur. C'est ça. Vous êtes toujours super CTV, c'est tribune spéciale avec nous, le ministre Jean de Dieu Momo, mais qui intervient sur ce plateau comme président national du PADEC, le Parti des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Nous allons marquer une petite pause, mais avant de partir, je voudrais un peu vous poser cette question-ci. Il y a quelque temps, vous avez évolué dans cette opposition radicale. Je voudrais que vous nous affirmiez aujourd'hui la lecture. Quel est le poids du PADEC même aujourd'hui sur l'échiquier politique national? Le PADEC, c'est-à-dire le PADEC en dehors du G20, il représente quoi lui-même? Le PADEC représente, et vous allez être surpris, plus qu'il ne l'était en 2018. En 2018, lorsque nous avons choisi de soutenir le chef de l'État, beaucoup de nos cadres se sont sentis trahis. Beaucoup de nos militants aussi ont quitté la barque. Et c'est à cette occasion que je leur avais dit que le parti politique n'est pas une prison. C'est un véhicule de transport des ambitions politiques. C'est un véhicule public de transport des ambitions politiques, personnelles, individuelles de chacun. Et chacun sort à sa gare. Si tu veux sortir à la gare municipale, tu sors. À la gare législative, tu sors. La gare présidentielle, c'est pour le candidat qui sera choisi. En 2011, c'était moi. Mais en 2018, c'était le président Paul Biya, qui n'est pas membre de notre parti. Tous ceux-là qui nous ont combattus, et comme je vous parlais du gibier qui est tombé et que tout le monde tirait, même dans notre camp, il s'est trouvé des cadres qui ont rejoint d'autres formations politiques de l'extrême. Ils venaient chez nous parce que nous étions des extrémistes, des radicaux. Ayant perdu de ce radicalisme-là au profit de la sagesse, ils ne se sont plus ressentis chez nous. Ils sont allés ailleurs. Mais beaucoup sont revenus après 2020. 2020, élection municipale législative, nous avons été sanctionnés. Nous n'avons pas eu un seul élu. On nous a sanctionnés. Qui vous a sanctionné? Je dis nos militants. Nos militants nous ont sanctionnés. Dans la précision, vous l'appelez. Voilà, nos militants nous ont sanctionnés et nous ont boudés. Parce que nous avons choisi le président Paul Biya. Alors, miracle, depuis après 2020, 21, 22, jusqu'aujourd'hui, ils sont tous revenus au bercail. Tous nos cadres sont revenus, y compris ceux qui sont partis dans un parti radical qui bavarde beaucoup, sont rentrés à la maison. Et pourquoi? Parce que quand ils sont partis, de nouveaux militants, inconnus avant, ont pris les places. Très vite. Et étant au pouvoir, des gens qui auraient pu, par exemple, il y en a un qui était tout disposé, c'est-à-dire qui aurait pris légitimement la place de mon secrétariat particulier. Il est parti de l'autre côté, il est parti en prison avec l'autre gars. Donc il a perdu. Quelqu'un qui était, un de ses camarades a pris la place, c'est lui qui est mon secrétaire particulier aujourd'hui.
il vit bien, il nourrit sa famille bien. Et donc, étant au pouvoir, le lucre politique que nous recevons, les avantages politiques que nous recevons, nous redistribuons à nos militants et ils sont revenus tellement nombreux que ça se dispute à nos portes. Ça se dispute parce que les gens ont compris la politique du réalisme. C'est pas la politique, ce n'est pas de l'activisme. Les gens confondent activisme et politique. Moi, j'étais un activiste à l'époque, j'étais un activiste des droits de l'homme. Mais c'est fini ça, c'est loin. Je suis un politicien. Très bien, vous êtes repenti aujourd'hui, vous êtes un apôtre qui avait beaucoup de missionnaires, qui essayent donc de distiller la bonne nouvelle, la nouvelle du président de la République, la nouvelle qui vient du meilleur hôtel auprès donc des différents fidèles. Vous êtes Super CTV, vous regardez Tribune Spéciale. Un break et nous revenons pour la suite de l'entretien. Avec nous, le ministre Jean de Dieu Momo, président national du PADEC. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure du G20 qui a augmenté un plus. Oui. G20 plus avec la venue des nouveaux membres. Oui. Mais il y a un qui est très populaire. Oui. Son discours est très souvent incisif, pour ne pas dire qu'il est même tellement virulent. Il s'agit de Célestin Djamène, le président de APAR. Oui. Qu'est-ce qui vous apporte véritablement? Est-ce que vous n'avez pas peur? Parce que vous parliez tout à l'heure de certains membres de certains partis de la majorité présidentielle qui veulent siéger avec vous. Vous avez peur de cela. Qu'est-ce que vous pensez de Célestin Djamène lui-même? La question que vous tentez de dissimuler à travers votre question, c'est que est-ce que je n'ai pas peur qu'on prenne ma place? D'accord. Voilà, c'est ça que vous voulez dire sans le dire. Quand j'ai appelé Célestin Djamène, je lui ai dit que bats-toi. Tu vas être insulté, on va t'attaquer, ne recule pas. Il est même possible que je suis conscient que si tu te bats, tu peux même prendre ma place ou une place au gouvernement. Je n'ai pas hésité à le lui dire. Très bien. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas véritablement de place au gouvernement. Je sais que beaucoup de politiciens sont guidés par un certain égoïsme qui veulent cacher la lumière, qui veut cacher le soleil, qui veut cacher les gens qui brillent. Je ne suis pas de ceux qui cachent les gens qui brillent. Je suis de ceux, et depuis que je suis au gouvernement, je fais émerger les jeunes. C'est pour ça qu'ils courent après moi. Chez une tribune, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir et l'autorité. Voilà, je fais émerger les jeunes. Quand je découvre un talent, je le fais valoir. Donc, qu'est-ce que Célestin va m'apporter? Qu'est-ce que Célestin va apporter au candidat Paul Biya? Qu'est-ce que Célestin va apporter à la République? Il apporte mon discours, dit autrement, dit par une autre personne. Il apporte mon discours que je répète depuis 2018 pour que ce n'apparaisse pas comme un disque rayé. Il faut que quelqu'un d'autre le porte. C'est ça. Avec ses propres mots. Le genre où on dit, je suis venu, j'ai vu et je vais raconter. Voilà. Donc, il m'apporte ça. Il m'apporte sa propre vision, adaptée à la mienne, à celle du chef de l'État. Il n'est pas seul, ils sont quelques-uns. Oui. Bon, il est celui qui apparaît le plus et que je mets en exergue. C'est ça. C'est-à-dire que... Parce qu'il a déjà un vécu politique. Oui, c'était déjà... Et ça m'amuse parce que quand j'ai dit à Célestin de me suivre en 2018, c'est à peine s'il ne m'a pas frappé. Il était furieux que je lui fasse une proposition aussi indécente. Et il y en a aussi un dont je ne vais pas citer le nom, qui est de notre parti radical là, que j'ai invité à me suivre quand il est venu à mon bureau. Lui aussi, il a eu la même réaction que Célestin en 2018. Donc, je me suis dit, il est jeune, il va grandir, il va comprendre. Okay. Donc, je suis certain que beaucoup de gens qui militent dans l'opposition radicale aujourd'hui, c'est-à-dire l'opposition du rejet, et qui font l'évangile du mal, c'est-à-dire l'évangile du dénigrement systématique des actions gouvernementales, l'évangile du refus systématique des acquis du renouveau, vont comprendre et vont regretter et vont venir. Donc je suis en train de leur dire, 2025 là, c'est un virage extrêmement serré. Si vous n'entrez pas maintenant,
vous allez reculer. Je m'adresse à eux, à ceux-là, à vous, mes amis de l'opposition radicale, à vous, avec lesquels je suis en train de parler et que j'ai souvent parlé. C'est maintenant. C'est maintenant. Soyez sages, c'est maintenant. Parce que ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas, de faire un radicalisme pour sauter. On n'est pas très intelligent ni sage de sauter dans le ravin. Très bien. Il faut contourner. Soyez sages, venez, c'est maintenant, pour 2025. Donc Célestin Djamène va m'accompagner dans la campagne présidentielle. Je veux que le G20 m'accompagne dans la candidature, dans la campagne présidentielle. Nous serons partout. Pour le candidat président. Pour le candidat Paul Biya. Très bien. Nous allons nous diviser en 10 groupes pour couvrir tous les 10 régions. Et vous nous avez peut-être vu à la Lekié dernièrement. Oui, on vous a vu à la Lekié. Le ministre Yébian ici nous a invités. Joseph nous invite pour l'Est. Il y a d'autres qui nous invitent dans la Menoire. Donc nous avons déjà un programme surchargé. Il y a notre camarade Bapoli Pot qui nous invite dans son village pour son meeting samedi prochain. Nous serons là. Nous sommes la locomotive de la campagne présidentielle du Paul Biya de 2025. Vous êtes très actif, parfois même très incisif sur les réseaux sociaux, sous le nom de Faux. Voilà donc ce nom-là a certainement une signification. Par contre, si je vous demande de dire Schwarzenegger, vous n'aurez aucune difficulté, n'est-ce pas? Apprenez les noms africains. Là, nous sommes dans la Ménoire. Oui, c'est dans la Menoire. Très bien. C'est quoi la signification de ce nom-là? Bon, c'est un très grand nom. Parce que quand on a des fous dans la tradition de l'Ouest, c'est déjà une notabilité, un titre de notabilité. D'abord, au plan traditionnel, lorsque vous avez atteint une certaine maturité, un certain âge ou une certaine aisance financière, on ne peut plus vous appeler par votre nom, le nom de baptême. C'est-à-dire que Jean de Dieu Momo, oui, quand on m'appelle Jean de Dieu Momo, c'est comme si on me minimisait. C'est ça. Oui, ça dit on ne m'a pas respecté. Alors, à ce moment-là, il y a un nom de notabilité, de respectabilité qu'on vous donne. Et chez moi, c'est Fort Nzankruntombu. Très bien. Et ce n'est pas facile, on ne le donne pas simplement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire la recherche. Il y a Fort, que vous savez, c'est Fort, c'est-à-dire le chef ou le roi, selon. Mais Nzankruntombu. Littéralement, c'est lui qui libère les esclaves. Celui qui coupe les chaînes des esclaves. Qui casse, qui brise les chaînes des esclaves. Les chaînes, parce qu'on attachait les esclaves par le cou. Il vient pour briser. Il brise les chaînes des esclaves pour libérer l'esclave. C'est ça. Donc Fonzan Kretopu, c'est le chef qui libère les esclaves. Et ces esclaves peuvent être les esclaves, n'est-ce pas, de notre éducation politique, de la démocratie occidentale, formatés pour combattre leur propre pays, pour détruire leur pays de l'intérieur, comme un cheval de Troie, que l'Occident, ou en tout cas le prédateur, qu'il soit occidental ou ailleurs, aurait formaté pour mettre chez vous, pour qu'il détruise les acquis de chez vous. Notre jeunesse qui est armée contre son propre gouvernement, à travers des mots, démocratie, alternance, droits de l'homme, etc. Ce sont des mots armés, ce sont des mots masqués pour détruire ce que nous avons fait. Et donc, Fonzan Kretopu est là, et on l'a connu dans les réseaux sociaux, justement. Parce qu'eux, ils se visent plus dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est quoi, monsieur? C'est une vaste université populaire où se retrouvent toutes sortes de personnes, éduquées ou pas. Une université plein ciel populaire. Mais c'est aussi la plus grande scène de crime dans le monde. La plus grande scène de crime. Lorsqu'on veut attaquer un pays, on s'attaque à sa jeunesse à travers les réseaux sociaux. Et Fonzan Kretopu est justement là pour veiller à préserver, à combattre, pour préserver, à éduquer, à libérer, n'est-ce pas, les esclaves, à libérer les cerveaux attachés, formatés par, n'est-ce pas, les prédateurs. Voilà à peu près.
Voilà, la question était, la suite de cette question était de savoir, ce choix de communication infère-t-il une véritable plus-value à votre influence sur la scène politique? Ma philosophie, c'est que le ministre est un serviteur du peuple. On ne peut pas servir le peuple en étant placé sur un piédestal. On sert le peuple en étant avec lui. J'avoue, j'en conviens que ce n'est pas facile, puisqu'on reçoit des insultes vraiment de quelqu'un qui ne pourrait même pas nouer vos lacets en plein jour, mais c'est qui ne pourrait pas vous parler. Mais quand même, quand un enseignant est dans l'université, à l'amphi, il y a les étudiants qui vont apprendre, il y a ceux qui vont jeter les avions en papier, ce qu'on appelle AWACS. Ils vont jeter. C'est-à-dire, on ne peut pas échapper. Il y aura toujours, mais ça n'empêche pas, ça ne va pas empêcher l'enseignant d'enseigner. Il y aura toujours ces enfants qui vont chahuter dans la classe, qui vont bavarder. Mais si votre mission est d'éclairer, vous vous sacrifiez et vous endossez les injures et les insultes, n'est-ce pas? Vous adoptez la politique du chien et de la caravane. Ben voilà. Monsieur le voilà. ministre, C'est-à-dire le chien aboie et la caravane passe. Monsieur le ministre président national du PADEC, quel message à la jeunesse camerounaise qui apparaît aujourd'hui comme un électorat clé, une force redoutable de mobilisation, un moteur pour l'innovation technologique dans notre pays, qui est d'ailleurs un acteur de cohésion sociale aussi? Le message, c'est simplement de faire attention dans les discours. Oui. Est-ce que votre discours-là, celui que vous tenez ou celui qu'on vous donne, est-ce qu'il aide votre pays? En quoi est-ce qu'il va permettre à votre pays de grandir? Vous avez vu que moi, j'ai bien fait d'insister de rester dans les réseaux sociaux. Maintenant, beaucoup de membres du gouvernement sont là-dedans aussi. Oui, j'entends bien. J'entends ceux qui disent qu'il ne faut pas que je sois là. Une personnalité très haute du parti RDPC me l'a dit aussi. J'entends. Mais ma réponse, c'est, vous m'avez connu où? Ce n'est pas là-bas que vous m'avez vu. Pourquoi vous voulez que je quitte de là-bas où vous m'avez vu? Si je quitte de là-bas, qui va parler? Quand je me tais pendant une semaine, qui prend ma place? On demande où vous êtes. Qui prend ma place pour dénouer? Parce que le matin, je dois faire un travail de veille. Voilà où ils ont allumé l'incendie pour éteindre. C'est ça. Voilà où ils ont menti pour clarifier. Feu Dodo Doké m'avait remercié une fois parce que Cabral Libi avait monté une histoire sur les mines, comment on exploite mal nos mines, comment est-ce que vraiment on pille, etc. Il avait fait une vidéo incendiaire. Quand tu suivais la vidéo, tu pouvais prendre les armes contre le Cameroun, contre le pays. Heureusement qu'avant que ça ne prenne l'ampleur, j'ai neutralisé cela. J'ai apporté les clarifications que lui-même a reconnues, Cabral Libi, que oui, il a dit ça pour savoir ce que nous allions parler. J'ai dit, mais monsieur, vous n'allumez pas un tel incendie pour savoir ce que le gouvernement pense. Donc, et je me souviens que Feu Dodo Doké, je le cite, il est décédé, malheureusement, paix à son âme. Il m'a dit, grand frère, merci, merci. Mais il y a des témoins qui ont assisté à cette scène, qui sont au pouvoir, qui sont membres du gouvernement. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui me disent, Momo, tu fais un travail formidable. Parce que beaucoup ne peuvent pas affronter les abeilles comme moi sur les réseaux sociaux. Mais ils sont d'accord que moi, je puisse les affronter pour tout le monde. De toute façon, vous êtes immunisé. Ils savent que Momo va répondre pour eux. Très bien. Voilà. Monsieur le Président, nous allons continuer. Puisque vous êtes désormais sur le champ politique, vous êtes sur la tribune, une tribune spéciale ici. Tout à l'heure, vous parliez de ces candidats qui, normalement, se regroupent beaucoup plus pour attendre la suite des élections qui sont annoncées dans le futur, législatives et municipales. Mais il y a déjà l'élection pour les conseillers régionaux qui est annoncée pour le 30 novembre prochain. Quelle stratégie compte déployer le PADEC pour être présent? Est-ce que vous serez candidat? Non, nous ne pouvons pas. Vous savez, les conseillers régionaux sont élus par les conseillers municipaux. Et nous n'avons pas eu de conseillers municipaux en 2020, comme je vous ai dit, nous avons été sanctionnés par notre choix de rejoindre le président Paul Biya. Les gens n'avaient pas véritablement... ils nous ont sanctionnés et ils l'ont dit. Et beaucoup regrettent aujourd'hui, donc nous ne pourrons pas être là. Néanmoins, nous sommes disposés à accompagner les candidats qui ont besoin de nous. Nous sommes disposés à accompagner les candidats. Vous savez, il s'agit des élections régionales. Ça n'engage pas, ça engage les régions.
Donc nous allons accompagner ceux qui voudront que nous les accompagnions. Vous êtes originaire du département de la Ménoire, là c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Oui. Que pensez-vous de la sortie de l'historien Achille Mbembe, suivi quelques jours plus tard d'une artiste musicienne, Caresse Futso, pour ne pas la citer, qui semble avoir identifié un prétendu problème bamileke au Cameroun. D'après vous, y a-t-il un problème bamileke au Cameroun? Ouh là là, voilà une question à laquelle j'hésite à répondre parce que je me suis abondamment prononcé sur cette question en 2018. D'ailleurs, on m'a accusé de mauvais bamileke. La répétition est la mère des On m'a enseignements. même dit que je ne suis plus bamileke, etc. On m'a même porté plainte à gauche et à droite. Au Laka. Parce qu'on dit que... Non, pas au Laka, au tribunal. On m'a même porté des plaintes, des camarades, des amis bamileke qui se sentaient plus bamileke que moi m'ont porté plainte en disant que j'ai insulté les bamileke. Donc, je ne veux plus me prononcer sur cette question. Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai assez dit et j'ai tout dit ce que j'avais à dire en 2018. Ensuite, parce que je ne veux pas m'abaisser, me rabaisser à parler des choses qui n'ont aucun sens. Monsieur, chaque week-end, chaque samedi, chaque vendredi et samedi, dans ce pays, dans toutes les mairies, on assiste à des mariages entre différentes tribus. Donc, quand vous me parlez de bamileke, vous parlez de qui? De quel? Dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde sera soit bêtise. C'est-à-dire, franchement, je ne peux pas parler d'un problème qui est mort. C'est un problème mort. N'en parlent que ceux qui n'ont pas de la hauteur et qui veulent utiliser cela pour obtenir des prébendes politiques. Est-ce que quand on en parle, là, les deux acteurs que je viens de citer, il y a un éminent historien et il y a aussi une artiste, tous sont sur les réseaux sociaux, très actifs, et qui aujourd'hui charrie quand même un énorme trafic. Ça veut dire que les réseaux sociaux appâtent beaucoup de jeunes qui peuvent quand même être séduits par ce genre de discours et du coup s'élever contre d'autres communautés. Est-ce que vous n'avez rien à dire par rapport à ce genre de discours? J'ai déjà dit que franchement, c'est tellement bas que je me ridiculiserais à parler. Quand je les vois parler de ça, quand vous dites éminent historien qui parle des choses aussi basses, je me dis que bon, il n'a peut-être pas bien compris. C'est détruit. Il n'a pas compris. On peut être historien et ne rien comprendre à la politique ou bien, n'est-ce pas, à d'autres domaines. On peut être un grand historien sans rien comprendre à la politique. Donc, le chanteur, c'est un artiste. C'est une dame. Oui, c'est une dame. Caresse Futso. Voilà, c'est une sommité, c'est pas une sommité intellectuelle qui va dire qu'il a dit quelque chose et moi, je viens commenter. Je vais dire que c'est un artiste, mais les artistes disent ce qu'ils ont à dire. Hein, mais ça ne doit pas lier. Je suis d'accord qu'ils peuvent impacter et tromper le peuple, comme d'autres peuvent aussi édifier le peuple. Je vais vous amuser pour dire qu'à la présidentielle de 2011, j'utilisais une chanson d'un artiste ivoirien. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Est-ce que mon pays va vraiment mal entre nous? Il ne va pas mal. Il ne va pas si mal. Je veux dire que les artistes disent ça et puis ça appâte certaines personnes, etc., qui vont répéter. Mais ce qu'il faut condamner de manière énergique, c'est l'utilisation de ce micro-tribalisme-là pour essayer d'obtenir des voix. Vous comprenez? Je comprends que Issa Chiroma puisse être intronisé ou se vêtir de la tenue d'un DOP, etc., ou que les Bamileke puissent porter la tenue de DOP. Moi-même, je porte la tenue d'un DOP. Mais je ne veux pas dire que... Je ne veux pas pointer ça sur le doigt que oh, je suis Bamileke, je porte la tenue de DOP. C'est une spécificité ethnique. Nous devons apprécier... La mosaïque que le président Paul Biya a construite, c'est de mettre toutes ces communautés ensemble. Mais les mettre ensemble sans qu'elles soient antagonistes, sans qu'elles soient en train de se battre, de se combattre. Et les gens qui incitent ces communautés à les opposer, vraiment, j'ai trop de mépris pour en parler. C'est parce que j'éprouve trop de mépris pour eux, pour ceux-là et pour ceux qui sont dans les synagogues. Quand je parle de synagogues tribales, c'est-à-dire les foyers culturels, là où on fait les tontines, où on parle à longueur de journée des autres tribus,
Mais je parle des Bamileke comme je parlerai aussi de la Fédération ECAN, hein, ou 10 millions de nordistes, etc. Ils sont nombreux qui utilisent la tribu comme tribune politique pour capturer les voix des électeurs, en réalité pour tromper. Or, moi, qui suis un avocat pénal international qui a travaillé pour le Rwanda, qui a vécu le drame rwandais, c'est-à-dire le génocide rwandais, je le connais, hein, c'est-à-dire dans ma profession, j'ai été avocat là-bas, j'étais chef d'équipe, j'étais lead counsel, c'est-à-dire avec toute une équipe au travail. Donc, j'ai touché le tribalisme du doigt, j'ai touché les dangers du tribalisme du doigt pour m'abaisser. Je ne peux que fustiger du haut de ma tribune, du haut de là où je suis, fustiger ceux qui sont en bas pour mettre le feu, n'est-ce pas, dans la nation, pour des raisons tribales. Et la nuit, mais franchement, quelle est la famille aujourd'hui, nous sommes en 2025, qui n'a pas pour une femme ou un homme qui a épousé une femme d'une autre tribu? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Bafou, justement. Oui. Mon village, c'est Bassessa, Grande-Sengé. Et nous allions au collège Saint-Laurent. La maman qui vendait les beignets là-bas, c'était une femme Ewondo, maman Mekalak. Nous étions très contents d'aller manger ces beignets. Nous étions ses enfants. Je vous parle de temps ancien où j'étais encore à l'école primaire. Hein? Elle avait suivi son mari gendarme, elle était là, tous ses enfants ont grandi là-bas. J'ai combien de... Ça dit que si je parle de ma génération, rien que les générations de 1960, nous avons combien? Donc, vos histoires de tribus là, ça va mourir. Bien. Vos histoires. Mais la culture va rester. La culture. Chaque ethnie. Et je vois qu'aux États-Unis, au Canada, en France, partout, ils se regroupent, tout ça, pour faire le festival de telle tribu, le festival Ekan, le festival Bamileke, le Sud-Ouest. Mais c'est une richesse culturelle que nous devons soutenir. Mais pas qu'on l'utilise contre les autres. Contre les autres. On ne peut pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, soutenir ce genre de propos. Parce que ça vole tellement bas. Bien, Monsieur le Président du PADEC, nous sommes en train de franchir pratiquement la ligne d'arrivée de cette émission. Il y a cette question que nous avons un téléspectateur. Il dit, Monsieur Jean de Dieu Momo, imaginons, et ce n'est pas notre souhait, dit-il, que vous ne soyez plus, alors que vous ne faites plus partie du gouvernement après l'élection présidentielle de 2025. Allez-vous maintenir le même engagement en faveur du président de la République, Paul Biya, ou alors vous emboîterez tout simplement le pas à un membre du gouvernement démissionnaire qui aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle, adopte un discours de dénégation totalement invraisemblable? On revient à votre question de départ. Est-ce que c'est par opportunisme que j'ai choisi de soutenir le chef de l'État ou est-ce que c'est avec des raisons tout à fait? Est-ce que si je ne suis pas membre du gouvernement demain, est-ce que je vais continuer à parler, à soutenir le chef de l'État? D'abord, je précise que ma place au gouvernement, elle m'est chère, elle est importante, parce que c'est une plateforme, c'est une tribune qui me permet de construire, de transmettre. Oui. Hein? C'est comme la chaire, c'est une chaire d'université pour enseigner, n'est-ce pas, ces gens-là dont nous venions de parler, qui sont dans le micro-tribalisme, etc., ou qui sont dans l'évangile du mal. Mais je ne peux pas me dédire. Parce que vous avez la preuve, monsieur. Vous avez les preuves. J'ai écrit. Et je continue d'écrire. Tout à fait. Donc, je ne vais pas nier mes écrits. Les écrits sont là pour perpétuer ce que j'ai dit. Mes écrits sont là. Donnez-moi le témoin du président, je vais vous montrer à peu près, par exemple. Bon, soliloque hors de propos. Je parle le bruit du silence. Le bruit du silence où je parle du silence du président, hein, du président de la République. J'explique. J'explique comment il a protégé nos ressources du sous-sol, l'exploitation optimale des ressources naturelles du Cameroun, de la soumission à la dénomination, à la domination. Nous devons dominer, parce que c'est là le fondement, n'est-ce pas? C'est une contribution. J'ai déjà le sens du destin national. Le sens du destin national, j'explique. C'est la politique du chef de l'État. Vous comprenez? Oui. Est-ce que demain, je vais nier ce livre-là? Donc,
de l'histoire. Demain, Oui. si je ne suis pas membre du gouvernement, je continuerai la mission qui est la mienne. Peut-être je serai moins audible que maintenant, parce que je n'aurai plus, n'est-ce pas, les plateformes qui existent. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, parce que moi j'ai la voix forte. Je crois que je serai toujours entendu. Vous êtes Donc, d'accord. grosso modo, que je sois là ou que je ne suis plus là, après le 12 octobre, je suis au service du Cameroun, à travers son Excellence Paul Biya. Comme il a dit qu'il ne faut pas dire qu'on est pour lui. Je suis pour le Cameroun à travers lui. Donc s'il décide que d'autres personnes peuvent l'accompagner mieux que moi, qui suis-je pour m'opposer à cela? Je suis d'accord et je continue à le servir d'une autre manière. Vous comprenez? Et ça, c'est donc ma profession de foi. J'ai foi, ma profession de foi, j'ai foi en ce pays. J'ai foi aux institutions qu'il a mises en place. J'ai foi en la fondation du Cameroun exemplaire qu'il a implanté. J'ai foi au Cameroun émergent qu'il a promis avant à l'horizon 2035. Et nous ne sommes pas loin parce que les fondations sont là. Je vous ai parlé les ports en eau profonde, etc. Je vous parler des infrastructures, toutes les infrastructures que j'appelle cosmétiques, c'est-à-dire que parce que ce sont des matériels, mais les autres infrastructures intellectuelles. La richesse humaine. Nous avons la richesse humaine. La Sonamine a été créée parce que nous ne pouvions pas brader notre sous-sol sans avoir des gens que si tu jettes l'or ici ou le diamant, il ne sait pas si c'est un caillou. Il ne va pas savoir. Nous, on voit le diamant seulement aux oreilles, aux bijoux. Mais si tu jettes la personne, elle va savoir. Donc, on a créé la Sonamine, on a créé des écoles. Oui. Des écoles de mines pour apprendre ça. On a créé des écoles à Bouya, à Limbe, pour la pêche. Au lieu de faire la pêche traditionnelle, là, il y a toutes les écoles. Il y a un lycée agricole à Yabassi, etc. Ou à Belabo aussi. Donc, il y a la fondation, il y a la ressource humaine, le pétrole. Nous ne voulons pas forer notre pétrole parce que nous n'avons pas encore la formation, il n'y a pas encore les gens. On est en train de former. J'ai des ingénieurs qui sont sortis de l'école de pétrole de Chang, de l'université de Chang. Il y en a ici avec l'abbé Bodo qui forment. Donc, on a déjà quelques personnes qui reconnaissent, n'est-ce pas, qui vont reconnaître au moins les minerais dont on parle. Voilà, vous voulez quoi? C'est prêt, nous sommes matures, nous sommes prêts, le fruit est mûr. Alors, le dernier mot aux téléspectateurs, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ah ben, je voudrais dire aux téléspectateurs et aux sympathisants de faire en sorte que le président Paul Biya gagne cette élection le 12 octobre. Allez voter pour le président Paul Biya pour qu'il parachève son action. Pour qu'il finisse son action, c'est-à-dire sa promesse d'arrimer le Cameroun à l'émergence à l'horizon 2035. Ce septennat nous y conduit. Il ne faut donc pas faire l'erreur. Nous avons un devoir de gratitude vis-à-vis de quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. Nous ne devons pas être ingrats. Il faut lui dire merci. Et nous devons respecter le sage. Dites-le à vos enfants. En Afrique, on ne s'attaque pas aux personnes âgées. Et la personne âgée en Afrique est une bibliothèque qu'on doit vénérer, qu'on doit respecter. S'ils respectent leurs parents, ils doivent a fortiori respecter le président de la République qui est un aîné, qui est un sage et qui a conduit, qui s'est sacrifié, qui a conduit notre pays jusqu'ici aujourd'hui. Et qui a engagé une chose importante. Une chose importante, je pourrais même dire deux. La première. La paix et la stabilité. La paix et la stabilité sont les deux richesses d'un État. Sans la paix et la stabilité des institutions, n'importe quelle infrastructure peut être incendiée, enflammée, détruite. Nous le voyons dans les pays qui sont en guerre. Comment les maisons s'écroulent sous les bombes. La paix vous permet, mes chers compatriotes, d'aller travailler,
en sécurité, d'aller chercher de l'argent. La paix et la stabilité de notre pays vous a enrichi. Combien y a-t-il de milliardaires dans toutes les régions au mètre carré chez nous? À Douala là-bas, à Yaoundé, partout dans les grandes villes, à Garoua, à Maroua, il y a des milliardaires que la politique du chef de l'État a permis de fabriquer. Bien, la politique du chef Cette d'État. politique vous nourrit et vous devez être reconnaissant envers celui qui a permis que vous alliez à Dubaï, à Wanzhou, que vous deveniez des riches commerçants. C'est lui qui a permis ça. Avant 2008, on avait ça. Très bien, merci beaucoup, Voilà. Monsieur le Président du PADEC. C'est donc sur cet appel que nous allons mettre un terme à cette émission en retenant que la paix et la stabilité sont deux piliers essentiels pour le développement d'un pays. Et puisque vous avez parlé du sage du président Paul Biya, qui est ce qu'on appelle en Afrique une bibliothèque, vous êtes également, il faut visiter un peu votre bibliothèque parce que vous avez commis des livres tels que de la démocratie récréative, ou le témoin du président, ou même encore Jean de Dieu Momo, de l'union pour le changement à l'unité par le rassemblement. C'était Tribune spéciale Super CTV. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bientôt, vous irez en campagne. Bon route, tout simplement. Et à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vos aimables téléspectateurs. C'était un plaisir. PRCTV, nos programmes se poursuivent. À bientôt.